Bonsoir, bienvenue à cette première édition de l'année 2014 pour l'émission Parole à l'élu. Ce soir, deux invités de marque. En second lieu, M. Mathieu Ravignan, député néo-démocrate pour le Pontiac. Mais on commence l'émission avec M. Sylvain Léger, président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. M. Léger, bonsoir. Bonsoir. Comme toute bonne année, début d'année, dans le fond, on doit faire un bilan de l'année précédente. Donc, bon coup, mauvais coup pour l'année 2013 pour la commission scolaire. Parfait. Pour débuter, l'année 2013, pour nous, au point de vue de diplomation, les taux de diplomation à la commission scolaire, suite aux statistiques de notre cohorte de juin dernier, après 7 années de scolarisation au niveau secondaire, les taux ont augmenté. On se retrouve à un taux de 61 %. Donc, c'est une augmentation par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait terminé la cohorte avec 58. Donc, c'est une progression dans nos statistiques. C'est un résultat de travail acharné de nos enseignants, de toutes nos équipes écoles. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est sur la bonne route. Même chose avec tous nos résultats au niveau du français. Les statistiques par rapport autant au primaire qu'au secondaire ont augmenté. Donc, on se retrouve là dans le français écrit et le français lu. Les statistiques augmentent dans les deux catégories, donc c'est de très, très bonnes nouvelles. On se retrouve tous là des augmentations de 71, 72 % où on se situe. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour toute notre jeunesse, là. Donc, le travail qu'on y met, on y retrouve les fruits finalement. Si je comprends bien, vous avez parlé de 7 années de scolarité. Pour exemple, là, on est en 2013, donc on remonte 7 années avant. C'est ça. Donc, au niveau secondaire, oui. Donc, au niveau secondaire, les taux de diplomation, les taux de toutes nos statistiques sont calculés après 7 années de scolarisation. Donc, à l'entrée de secondaire 1 jusqu'en secondaire 5. Souvent, les gens vont se dire, oui, mais ça prend pas, ça fait 5 ans. On donne la chance parce qu'il y a plusieurs étudiants qui font ça sur 7 ans. Okay. Donc, les statistiques au niveau du Québec sont calculées après 7 années de scolarisation. Il ne faut pas oublier, dans notre commission scolaire, on est passé de 580 plans d'intervention à 900 quelques plans d'intervention pour nos jeunes. Donc, qu'est-ce qu'un plan d'intervention? Un plan d'intervention, c'est où on va encadrer davantage ces jeunes-là avec des besoins spécifiques pour leurs apprentissages spécifiques. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est beaucoup de travail pour nos équipes écoles d'encadrer chaque jeune. Et une des bonnes nouvelles, le taux de diplomation de nos jeunes avec plan d'intervention augmente année après année et on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Parfait. Je vous amène justement sur le taux de diplomation. En 2014, il y a sûrement des cibles et des objectifs pour continuer à l'augmenter. Est-ce qu'on parle, vous voulez augmenter ça de 2 % pour l'année prochaine, de 3 %? Oui. Bien, en fait, on a une planification stratégique à la commission scolaire on rend des comptes au ministère de l'Éducation. Et puis, notre planification stratégique est faite de 2010 à 2015. Donc, notre plan, c'est de se rendre à 72 % de taux de diplomation. Présentement, on est à 61,9 %. Donc, vous allez me dire, la marche est encore haute. Il y a beaucoup de travail qui est fait présentement là, depuis la cohorte qui rentre là, au premier secondaire cette année. C'est la cohorte qui va diplômer en 2015. Mais tous ces travails-là qu'on fait en amont par rapport à la lecture, par rapport à tous les différents plans d'intervention, tous les résultats année après année vont se cumuler selon notre planification stratégique en 2015. Donc, on prévoit, on a pris des engagements avec le ministère d'amener notre taux de diplomation à 72 % pour 2015 et présentement, on est à 61,9 %. Donc, il reste 10 points à aller chercher en 3 ans à peu près. Justement, vous avez pris des engagements envers le ministère. Les commissions scolaires ont été un peu
bafoué, si vous me permettez le terme, au courant des dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est quand même réalisable encore, malgré les coupures qu'il peut y avoir, malgré tous les problèmes financiers que vous pouvez vivre? Je vais vous dire, c'est les statistiques et au niveau budgétaire, on nous demande de se rendre à nos cibles. Les cibles ont été données en 2010. Et vous avez totalement raison, il y a un monde qui s'est passé entre 2010 à aujourd'hui. Commission scolaire, on parle des coupures importantes, mais le focus de nos professionnels, de nos profs, de nos équipes écoles, de nos directions, c'est de garder le cap sur la diplomation. Notre mission première à la commission scolaire, c'est de scolariser nos jeunes et diplômer nos jeunes avec tous les moyens qu'on peut avoir. C'est sûr que c'est de plus en plus difficile. On a coupé 2,5 millions l'an passé. On retravaille, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Les équipes écoles sont mobilisées et je vous dirais, même si on a coupé 2,5 millions, on travaille d'arrache-pied encore. C'est de plus en plus difficile, par contre, mais on essaye de livrer la marchandise. On parle de nos jeunes. C'est notre avenir de demain. 2014, c'est l'année charnière, dans le fond, pour la commission scolaire. Vous avez redessiné les bassins pour les écoles. Oui. Le plan de redressement du côté financier, du côté budget, va être mis en place. C'est déjà commencé, je m'abuse. Oui, effectivement. Je voudrais juste, pour les bassins d'alimentation pour les écoles, c'est pas toute la commission scolaire, c'est vraiment du côté ouest que tous les bassins ont été revus. Il y a eu des consultations publiques, ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est ça. Donc, ça va prendre forme là, cette année à l'inscription. Pour le plan de redressement, si vous pouvez juste me faire un petit rappel pour ceux qui... Le temps des fêtes, l'oubli est présent dans le temps des fêtes. Oui. Le plan de redressement, en fait, il faut se rappeler, on a adopté, je pars du début, là, on a adopté un budget déficitaire l'an passé. On a demandé une permission au ministère d'avoir un budget déficitaire et vient avec ça un plan de redressement. Le plan de redressement qu'on a soumis au ministère a 4 volets pour nous qui sont assez importantes. En fait, la première, il y a des demandes au ministère là, pour recevoir des intérêts qu'on a payés, des mesures spécifiques avec le ministère qu'on est en train d'avoir. Revoir toutes nos pratiques au niveau du service et de la façon de dispenser ces services-là. Exemple, tout au niveau de l'éducation en EHDA. Donc, c'est les services spécialisés. Donc, la façon qu'on va déployer ces services-là vont être toutes revues cette année. Et par la suite, là, on a aussi tous deux gros projets en immobilisation. Donc, un projet de biomasse à l'école LJP à Papineauville et économie d'énergie aussi dans certaines écoles. En tout cas, des projets par rapport à nos infrastructures qui vont générer des économies à long terme. Et par la suite, là, c'est toutes sortes de coupures, là, 2-3 000 coupés ici et toute la revue des dépenses opérationnelles qui a été fait aussi. Donc, tout ça, ça a un coût de... On va aller chercher 850 000 pour équilibrer notre budget. Donc, tous ces 5 projets-là, on devrait aller chercher 850 000 d'économies pour venir aux besoins du ministère là, dans les fameuses coupures. Vous parlez de budget, je vous amène, dans le fond, encore, du côté des sous. Lors du dernier Conseil des commissaires, vous avez adopté une résolution demandant à la ministre si on me permet l'expression, de mettre la pédale douce dans le fond parce que les commissions scolaires devraient, là, je parle au conditionnel parce que le projet de loi n'est pas adopté, rembourser les taxes scolaires aux citoyens. Pouvez-vous m'expliquer la résolution? Bien, la résolution, en fait, c'est une résolution conjointe avec la Fédération des commissions scolaires du Québec qui vient appuyer le travail de la Fédération. En fait, là, le projet de loi qui est sur la table présentement, c'est de redonner un crédit de taxe aux contribuables. Il est important de noter, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on craint avec ça, de redonner un crédit de taxe, c'est qu'on va se retrouver, le crédit de taxe va être donné, mais les services, on va couper davantage parce que le 2,5 millions, il ne faut pas oublier le 6 millions de la péréquation qui a été coupé, on a fait 2,5 l'an passé, un autre 2 millions va être fait cette année et un autre 2 millions l'année après. Donc, ce crédit de taxe-là va être en double. Il va revenir aux contribuables, mais par la suite, d'une main, on va donner et de l'autre,
on va être obligé, la commission scolaire, de taxer, d'aller chercher ces sommes-là. Donc, c'est un exercice un petit peu pour nous qu'on trouve qui est vraiment bidon. C'est un petit peu de leurrer les contribuables qu'on va donner un crédit de taxe, mais ça ne coûtera rien, à moins qu'on commence à fermer des écoles ou qu'on commence vraiment à diminuer les services. Je trouve ça très inquiétant comme projet de loi. On met en péril le service d'éducation publique au Québec, encore une fois. C'est un petit peu inquiétant. Donc, on a fait une résolution, comme plusieurs de nos collègues ici en région, des autres commissions scolaires. On envoie à Québec un message, disait, regardez, là, c'est inquiétant, qu'est-ce que vous êtes comme projet de loi, les impacts dans nos communautés, surtout au côté rural. Ça a des impacts majeurs au niveau rural. Le parc fiscal est pas du tout pareil comme dans des centres-villes ou en ville où la richesse foncière est beaucoup plus élevée. Je vous amène sur un dossier qui a fait couler beaucoup, mais beaucoup d'encre en 2013, le fameux terrain synthétique dans Hormidas-Gamelin. Si on se rappelle, vous n'avez pas eu la subvention de Québec, malgré un souhait quand même assez grandiose. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous avez mentionné peut-être aller approcher le privé, à voir le manque à gagner, comment pouvoir le combler. Où le dossier en est rendu? Parfait. Le dossier est rendu. Les partenaires, premièrement, un message important à passer à la communauté, c'est que les partenaires sont retroussés les manches et on travaille conjointement là, avec la Ville de l'Ange-Gardien, la Ville de Gatineau et on est à monter le budget, revoir son projet à son entier et de monter le plan financier. Et on a déjà commencé à rencontrer des fournisseurs pour lancer des appels d'offres qui devraient avoir lieu là, bientôt. Donc, on est à monter les besoins, finir de monter les besoins du terrain synthétique, là, toute la quincaillerie et les chiffrer, et par la suite pour passer au processus d'appel d'offres. Donc, le projet est toujours vivant. On travaille sur ce projet-là. On croit que c'est un incontournable pour la région de l'Est de la ville de Gatineau. Et c'est un projet aussi qui va soutenir aussi toute la petite nation par rapport au sport, au soccer, au football, au rugby et tout ça. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. Mais là, les joueurs ne doivent pas s'attendre à aller sur un terrain nœud à l'été, là. Je vous dirais, là, pour moi, c'est fort probable. Excusez-moi, c'est probablement que ce ne sera pas pour la saison cette année, mais en tout cas, on y travaille très fort pour la saison suivante. On travaille très, très fort pour monter le montage financier. Enfin, faut pas se leurrer, il faut aller chercher des sommes importantes, là, parce qu'un terrain synthétique, on parle d'un budget d'environ 1,5 ça pourrait aller jusqu'à 2 millions. On essaye de réduire ce budget-là pour donner le nécessaire à nos joueurs et qu'ils puissent pratiquer leur sport. Parfait, M. Léger. Plein de beaux sujets. Je vous invite à revenir nous en parler quand vous voulez. Ne bougez pas. Après la pause, le député néo-démocrate pour le comté de Pontiac, M. Mathieu Ravignan. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied. Fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans. 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bonsoir. Pour la seconde partie de l'émission, j'ai en ma compagnie M. Mathieu Ravignan, député de Pontiac. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Bonne année à vous. Et là, on faut faire un petit retour sur 2013. Si je vous dis nombreuses pertes d'emplois, déficit, contrats octroyés à des firmes extérieures, en tant que porte-parole Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça vous dit? Bien, ça m'ennuie, c'est-à-dire que le pays ne va vraiment pas dans la bonne direction. On fait des mauvais choix au niveau financier. On coupe dans des programmes
qui touche directement la vie des citoyens. Je pense qu'il y a une autre façon de faire les choses. On peut réduire les dépenses de l'État ici et là, particulièrement peut-être dans les bureaux de ministres qui dépensent énormément d'argent, et puis trouver d'autres façons pour tout en même temps en assurant des bons services aux Canadiens et Canadiennes. Je pense que c'est ça la responsabilité du gouvernement. On paye des impôts, tout le monde paye des impôts, on s'entend avoir un service de qualité en retour. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, on avait parlé du projet de loi, corrigez-moi, je me trompe, le C-505, justement, qui parle de la transparence dans toutes les actions gouvernementales. Vous avez fait une déclaration le 10 décembre dernier, je vous cite, que vous accusez le conservateur de travailler en cachette, loin des regards. Le projet de loi est rendu où et en quoi la transparence peut amener quelque chose de mieux? Bien, on va voir avec le projet de loi quand on va résumer dans 2 semaines, la Chambre va siéger. On verra, c'est évidemment le gouvernement qui décide quel projet de loi va être discuté à ce moment-là. Mais la transparence, c'est clair, si on parle de l'accès à l'information, juste l'accès à l'information de ce gouvernement, les délais sont de plus en plus longs. Il y a des problèmes à avoir des données. Faut comprendre que c'est notre gouvernement, on l'a élu, et puis l'information qui est à l'intérieur de ce gouvernement nous appartient. On peut comprendre qu'il y a certaines informations qui peuvent être sensibles quand on parle de la défense nationale, ou, tu sais, quand même, au niveau du cabinet du gouvernement, il faut quand même protéger certaines interactions, juste pour être certain, mais là, le reste, il faut absolument que les citoyens, les journalistes aient accès de façon efficace et que pas tout soit barré en noir. Et puis malheureusement, ce gouvernement ici a démontré, c'est rendu au point où les journalistes sont tellement frustrés et puis les citoyens sont tellement frustrés de ne pas avoir les informations qu'ils ont besoin. Et c'est tout à fait essentiel dans une démocratie parce que ça nous permet de critiquer, de surveiller le gouvernement, d'assurer un certain contrôle sur l'abus de pouvoir. Et puis, il y a aussi des choses à bonifier. Le commissaire à l'éthique pourrait avoir des pouvoirs d'enquête qui sont plus forts et pour assurer, évidemment, l'imputabilité. Corrigez-moi si je me trompe encore, vous semblez être ouvert à une ouverture d'esprit, une transparence quasi totale. De l'autre côté, c'est complètement l'inverse. Est-ce que vous avez peur que les conservateurs usent la majorité justement pour continuer à faire un blocus? Oui, ça m'inquiète beaucoup. C'est drôle parce que c'est un gouvernement qui a été élu avec des promesses de transparence et d'imputabilité. Ils ont apporté des projets de loi quand ils étaient dans l'opposition. Ils les ont proposés dans leur plateforme électorale. Certains de ces projets de loi-là ont été réalisés, mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne suivent même pas les projets de loi qui ont été... Ils ne suivent pas vraiment tous les règlements. Et certainement, ils ont de moins en moins de dédicace à l'idée de la transparence. Et c'est malheureux. Ce n'est pas tous les députés de ce bord-là qui sont d'accord avec la façon que le gouvernement cache de l'information présentement. Je pense que tout bord, tout côté, il y a des députés qui veulent voir un gouvernement ouvert et imputable. Je vous amène sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois de 2013, les services postaux. Les prix des timbres ont augmenté, de nombreux postes vont être coupés, le service postal à domicile également. Sur votre site Web, il y a une pétition qui a été lancée, justement. Je veux savoir, vous invitez les gens à vous écrire leurs réactions, leurs craintes, leurs inquiétudes. Pour les gens du Pontiac, qui est un secteur rural dont le service postaux est relativement très important, qu'est-ce qui ressort le plus des craintes? Bien, les craintes, c'est surtout les aînés et puis évidemment les gens qui ont un handicap, qui ne peuvent pas se déplacer facilement. S'ils veulent mettre des boîtes, il faut dire que aussi, il y a dans mon comté, les domiciles peuvent être à des kilomètres. Donc, un de l'autre, c'est ça. Donc, se déplacer pour aller chercher notre poste à un centre dans un village n'est pas nécessairement la meilleure solution. Aussi, c'est un peu ironique hein, qu'on hausse le coût de timbre, puis on coupe en même temps des emplois. C'est-à-dire que il est où le problème? Est-ce qu'on dépense trop? Si on dépense trop, pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là de pénaliser le consommateur avec un timbre qui est plus cher, puis en même temps de couper des services?
Je pense qu'une approche, ce serait d'assurer, si on hausse le prix du thème, d'assurer un meilleur service, d'utiliser ces revenus-là pour assurer qu'il y a des services dans les régions. Mais ce gouvernement ici manque un peu le point de vue rural, c'est-à-dire la réalité des gens dans des situations difficiles. Et aussi, évidemment, il faut considérer qu'il y a de plus en plus de gens, où il y a moins de gens dans les situations rurales qui ont accès à l'Internet. Donc, ce n'est pas une solution pour des aînés et puis beaucoup des gens qui n'ont pas accès à un service d'Internet convenable. Justement, en tant que député de secteur rural, ça va être un de vos chevaux de bataille pour 2014. Bon, oui. Quelles actions qui s'en viennent pour vous, justement, pour battre le fer pendant qu'il est chaud? Bien, évidemment, on va mettre de la pression en Chambre là-dessus. Mes citoyens concernés vont aussi, évidemment, s'exprimer. Je vais voir qu'est-ce que pour eux serait une approche, on pourrait avoir une approche concertée. Mais c'est clair que c'est un gouvernement majoritaire, donc s'ils décident de couper les services, il n'y a malheureusement pas beaucoup de choses à faire, sauf les remplacer en 2015 plutôt, et on va travailler fort pour faire ça, qu'on a un gouvernement qui va faire des choix différents. Vous venez de faire un petit lapsus justement en disant que les élections en 2014, oui. Mais votre chef, Tom Mulcair, vous a préparé dans le fond un déclenchement en 2014, chose que Stephen Harper a décliné. Sur quoi votre chef se base pour dire qu'en 2014, on s'en va aux urnes? Il faut se préparer à tout moment. Je veux dire, je pense que c'est très sage de M. Mulcair, de Tom, de nous préparer pour 2014 parce que ça peut être déclenché n'importe quand. Évidemment, le premier ministre a l'intérêt de déclencher les élections d'une façon stratégique, une façon qui est avantageuse à lui et son parti. Et donc, nous, on se prépare, on est là pour se battre pour les Canadiens et Canadiennes. Et donc, je pense que c'est sage de se préparer en avance. Excellent. Je vous amène sur un tout autre sujet. Cadeau du gouvernement aux fonctionnaires. Il y a quelque chose, si je ne me trompe pas, ça frôle les 50 millions qui ont été donnés en cadeau, des primes de rendement, des primes de départ, mais des cadeaux instantanés. Ça a fait une sortie publique disant qu'aucune règle était, dans le fond, pour savoir les règles lorsqu'un cadeau instantané était donné. Où les discussions sont rendues? Parce que, je ne me trompe pas, les partis de l'opposition n'ont pas été invités. Non, on n'a pas été invités, puis les syndicats de la fonction publique non plus, qui sont un partenaire important, n'ont pas été consultés là-dessus. Qu'est-ce qui est problématique, c'est le manque de normes. C'est flou, dans le fond. C'est très flou. On donne des cadeaux à des amis ou on donne des cadeaux à des gens qu'on pense sont méritoires, et c'est discrétionnaire. Et donc, les fonctionnaires se demandent pourquoi est-ce qu'il y a un cadeau qui a été donné à une personne et pas à une autre quand le travail était aussi... Ils ont travaillé aussi fort. Donc, c'est la façon que c'est utilisé. C'est très aléatoire. Ça coûte, mais dans un budget de 263 milliards de dollars, c'est pas énorme comme coût, mais c'est par petits coups de feu qu'on peut réduire, évidemment, les dépenses de l'État. Et puis, c'est juste une question de principe d'équité aussi. Pourquoi est-ce qu'on a ce système-là de cadeaux qui permet aux ministres puis aux sous-ministres de donner des cadeaux à des amis fonctionnaires? Est-ce que c'est utilisé pour gagner un support? Est-ce que c'est utilisé est-ce que c'est utilisé de façon partisane ou politique? Et donc, sans des règles dans la fonction publique, puis évidemment au Conseil du Trésor, là-dessus, on se pose des questions si c'est approprié. Vous avez parlé d'amis fonctionnaires, je vous amène amis sénateurs. La dernière fois qu'on s'est parlé, justement, le NPD avait lancé une pétition pour l'abolition du Sénat au complet. Parce que M. Harper a nommé, si je ne me trompe pas, quelques dizaines et plus d'amis maintenant sénateurs. Où le tout est rendu? La pétition va récolter quand même un bon nombre de noms. Là. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de Canadiens qui se demandent pourquoi qu'on a un Sénat non élu qui évidemment, est une chambre de patronage. Ça l'existence du Sénat, c'est un débat. Mais vraiment, ce que je pense que les Canadiens veulent savoir,
c'était quoi le rôle du premier ministre dans tout ça? Est-ce que le premier ministre le savait? Son histoire a changé. Et c'est pas assez de juste dire il n'y a rien qui s'est passé. Le premier ministre ne le savait pas, il n'y a rien qui a fait de mal ou d'illégal. C'est que de plus en plus que l'enquête de la GRC ainsi que les informations sont trouvées, ça devient de moins en moins, comment je pourrais dire, moins en moins facile pour le premier ministre de dire qu'il n'était pas, il le savait pas, puis il n'était pas impliqué d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est au premier ministre de finalement juste révéler le tout, s'excuser et puis démontrer un certain leadership sur ce dossier-là qui fait scandale. C'est un des scandales. Je pense que on n'a pas fini. On va découvrir d'autres choses. Dans le Sénat, il y a une culture de patronage puis de privilèges au Sénat qui est très malsain. Je vous amène, on passe de Sénat à la musique. M. Neil Young, qui est une figure connue d'artiste canadien, a pris position dans les sables bitumineux pour les pipelines et tout ça. Et le premier ministre, il lui a répondu. Donc, votre position, est-ce que vous trouvez ça approprié que les artistes prennent position dans des dossiers gouvernementaux comme ça? Tout à fait. Je pense que les artistes, comme les autres citoyens, peut-être la différence, c'est qu'un artiste est mieux connu, mais je pense que tous les citoyens ont le droit de s'exprimer. Monsieur Young a toujours été politique. Du début de sa carrière, ça ne me surprend pas que M. Young ait fait un commentaire comme ça. Qu'est-ce qui me surprend un petit peu, c'est la réaction du premier ministre. On voit que le premier ministre est défensif. Si on met en cause le secteur pétrolier du pays, automatiquement, il y a quelque chose qui sort du bureau du premier ministre. Pas trouvé ça très professionnel de sa part. M. Young fait ça pour supporter, évidemment, une Première Nation qui se voit dans une situation de combat légal qui est assez ardu pour défendre leurs droits puis défendre leurs traités. Je pense que c'est tout à fait louable de M. Young. Et puis, j'aimerais voir plus d'artistes au Canada se prononcer. Pourquoi pas? En Europe, ça fait partie... Je dois vous quitter là-dessus, justement, mais l'invitation est lancée pour tous les artistes. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous êtes le bienvenu aussitôt que vous le voulez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.